J'espère ne pas être hors sujet en rappelant que je suis un ancien Romain de par mon âge. Baptisé à Saint-Pierre, j'en ai pas fait une très bonne utilisation, je le confesse. Mais je suis très heureux d'avoir un voisin argentin proche de cette communauté où nous travaillons aujourd'hui, qui est arrivé en interdisant la prison à vie dans le droit du Vatican, en introduisant le crime de torture, qui, comme premier voyage, est allé à Lampedusa, petite île italienne entre le sud de l'Italie et le nord de l'Afrique, dans mon pays où, avec beaucoup de honte, pendant plusieurs années, nous avons eu une loi qui rejetait les immigrants illégaux, même s'ils étaient dans des bateaux qui traversaient la Méditerranée. Un voisin argentin qui appelle le leader gandhien non violent, radical italien Pannella en grève de la faim et en grève de la soif. Vous savez ce que ça peut être dur, une grève de la soif, pour le respect des droits des prisonniers et la réforme de la justice dans mon pays. J'essaye de faire beaucoup de choses, comme disait le président, avec des résultats très, très modestes. Et j'essaye aussi de récupérer mon français. Vous me pardonnerez plusieurs barbarismes dans mon exposition. Je crois que Suzanne, dans sa présentation, nous a montré qu'une taxe carbone est faisable, qu'elle peut être équitable, qu'elle peut s'occuper des problèmes de redistribution de revenus et des problèmes de compétition internationale des entreprises, qu'elle est utile pour l'environnement, pour l'écologie, qu'elle est utile pour l'économie, elle est utile pour la transition énergétique. Quand nous discutons de ces questions, je crois qu'il est très important d'essayer de nous baser avant tout sur la science, ce qui est connu, ce qui est disponible de par la science. Et donc, un des instruments que je trouve très utile, c'est de partager ce dessin symbolique de la planète avec l'analyse des planetary boundaries, des limites de la planète par le scientifique suédois Rögström, qui avec un groupe d'autres scientifiques s'est mis au travail il y a quelques années, et on produit cette analyse des écosystèmes qui sont à risque. Nous en avons 3 qui sont déjà au-delà des limites, les changements climatiques, la perte de biodiversité, le problème du cycle du nitrogène que nous appelons azote, je crois, parmi les mortels. Nous avons une série de problèmes sur le cycle du phosphore, nous avons des problèmes sur l'utilisation des eaux fraîches et sur l'acidification des océans, sur lesquels nous avons besoin de plus de travail, mais déjà la communauté scientifique nous lance un alarme. Et nous avons des problèmes sur les changements dans l'utilisation du sol, dans l'aérosol atmosphérique, dans la pollution chimique et dans l'ozone à niveau stratosphérique. C'est les planetary boundaries de Rögström. Pour ceux qui travaillent sur ces sujets, je crois que c'est un instrument très utile. C'est aussi très utile d'avoir les idées claires sur les instruments que nous utilisons. Pour les amis qui sont dans la salle, qui travaillent déjà sur ces questions, ça me paraîtra comme banal, mais pour ceux qui n'ont pas jamais réfléchi sur ces questions, avoir à l'esprit ces 2 classifications que je vais vous présenter rapidement, que nous avons élaborées à travers le temps à l'OCDE, peut être très utile. Les instruments qui peuvent nous être utiles pour les politiques environnementales, une économie qui se développe avec une utilisation très modeste en carbone, pour la transition énergétique. Il y a les instruments traditionnels des politiques environnementales qu'on appelle command and control en anglais, de réglementation qui fixent des standards, des limites, qui interdit avec le temps des instruments volontaires qui se sont développés, qui ont parfois un bon impact, qui n'ont pas une sécurité dans les faits, et les instruments économiques que l'on a introduits basés sur le marché à travers le temps. À ces 3 catégories que l'OCDE nous propose, je rajouterai la catégorie des instruments d'évaluation environnementale, l'évaluation d'impact environnemental des projets, l'évaluation stratégique environnementale des programmes et des stratégies, parce que c'est une chose d'analyser un seul projet, autre chose c'est de voir l'effet cumulé de tous les projets dans un même secteur, dans une même stratégie, et cela porte généralement à des instruments mixes. Il n'y a pas de miracle, il y a des mélanges d'instruments que nous devons et que nous savons utiliser. À l'intérieur de la 3e famille d'instruments, celle des instruments économiques, on distingue d'habitude les taxes avec impact environnemental, les tarifs, charges, fees dans le langage anglais, suivant les nuances et les pays, les subventions, quelle que soit la forme qu'elles adoptent, que ce soit des incitations financières, des aides, des exemptions, des réductions fiscales, et il y en a naturellement certaines qui sont
favorables à l'environnement, les environmentally friendly subsidies, et d'autres qui sont dommageables à l'environnement. Et Guillaume Saint-Denis a été maître en coordonnant beaucoup de travaux d'analyse sur la biodiversité et d'autres en montrant l'effet désastreux des subventions qui font du dommage à l'environnement. Nous avons la création de marchés là où il n'existe pas. L'exemple classique est celui des ETS, Emission Trading Scheme, les droits de pollution sur les gaz à effet de serre de Kyoto. Mais on peut le penser, on l'applique déjà au titre expérimental dans le cadre de l'utilisation des droits de l'eau dans un bassin ou des quotas de poissons que l'on peut pêcher. Il existe aussi des marchés d'assurance sur les risques environnementaux, sur les risques climatiques, sur les risques énergétiques. Il y a des certificats verts ou blancs sur l'utilisation des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. Il y a des feed-in tariffs, des mécanismes qui garantissent des tarifs minimums aux formes alternatives et renouvelables. Et enfin, le moins intéressant, c'est l'instrument des sanctions, des amendes de ce genre. Où en sommes-nous au niveau international? Dans les pays de l'OCDE, les taxes avec un impact environnemental représentent en moyenne 6,5% du revenu fiscal, des entrées fiscales des pays. C'est très variable, de 3 à 14%. En termes de GDP, de produit interne brut de PIB, nous sommes en moyenne à 2%, avec une variabilité qui va de 1 à 5. Naturellement, les impôts sur l'énergie et les transports sont la part du lion dans ce secteur, et c'est celle qui impacte le plus sur la transition énergétique. Il y a d'amples marges de manœuvre, comme vous voyez, dans nos systèmes fiscaux pour utiliser le levier fiscal pour aider la transition énergétique. Quel est le niveau d'ambition? Est-ce la moyenne OCDE ou la moyenne Union européenne? Ce serait une ambition modeste, je trouve. Faut-il prendre les champions dans ce secteur, par exemple le Danemark à l'intérieur de l'Union européenne avec 12% du revenu fiscal, ou la Turquie qui n'est pas encore un pays Union européenne mais qui est un pays OCDE qui est déjà à 14%, ou faut-il prendre le pays que nous avons découvert récemment, le Costa Rica, qui est déjà à 18%? L'Agence européenne de l'environnement, EEA, et l'Institut des études européennes des politiques environnementales, IEP, pense à des hypothèses de 30% qui pourraient avoir une stabilité fiscale, comme nos amis des experts des ministères de la Finance nous rappellent. Il faut avoir des instruments qui tiennent dans le temps. Alors il y a une large base de connaissances, de travail et d'analyse sur lequel je ne m'arrêterai pas, de l'OCDE au Programme environnement des Nations Unies, de la Green Growth Knowledge Platform au Fonds monétaire international, de l'Union européenne à tous ses niveaux, dans toutes ses articulations. Elle fait du très bon travail dans ce domaine. À l'Agence européenne de l'environnement, il y a une série de conférences scientifiques qui travaillent sur ces sujets. Il y a un réseau d'experts appelé Green Budget Europe qui travaille pour la promotion des réformes fiscales environnementales et l'élimination des subventions dommageables à l'environnement. Je vous signale prochainement, à la fin de septembre, une conférence globale sur la fiscalité environnementale à Copenhague, au Danemark, qui cette année est dédiée en particulier à l'énergie, au marché du climat. Et l'Italie a lancé une association des économistes de l'environnement qui s'occupe aussi de ce sujet. Nous sommes à notre 3e conférence bientôt à Padoue en février, mais une association française vient de naître et elle tient sa première conférence aujourd'hui et demain à Montpellier. Je ne vous encourage pas à la rejoindre, évidemment. Il y a beaucoup de travail déjà ici, mais c'est important et intéressant de le savoir. Et avec Green Budget Europe, nous aurons notre conférence annuelle en novembre à Bruxelles, quand la nouvelle commission sera établie. Juncker, hier, a proposé sa liste de commissaires et de ministres. Il me paraît que la compensation est possible dans ces politiques s'il y a un désir, une volonté forte et claire du point de vue politique. Il y a des exemples qui ont été utilisés dans différents pays. On peut réduire les premiers échelons de taxes personnelles sur le revenu. On peut faire des green checks, des chèques environnementaux. Le cas de l'Indonésie est assez extraordinaire. Ils ont des subventions pour l'essence très très fort. Le gouvernement, à un certain moment, a décidé d'enlever ces subventions parce que ça portait une distorsion à l'économie, ce n'était pas bon pour l'environnement. Ils ont distribué 18 millions de chèques environnementaux à travers les bureaux de poste. Si un pays émergent comme l'Indonésie est capable de le faire, je crois que c'est un instrument utilisable. Les incitations à l'éco-innovation pour compenser les entreprises où il y aurait des problèmes de transition
compétitivité nationale ou internationale, des tarifs progressifs, par exemple sur l'eau, sur l'électricité, progressifs par rapport à la consommation. Plusieurs pays, plusieurs de nos villes les utilisent déjà. C'est une réinterprétation de Halley, l'économiste de EDF, quand il parlait des tarifs marginaux sur l'électricité. C'est le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, où il y a des problèmes sociaux très très forts. Il y a un premier bracket, une première quantité de consommation d'eau et d'électricité minimale sur les besoins vitaux qui est distribuée gratuitement ou à un niveau très faible. Et après, progressivement, on augmente avec les utilisations qui sont moins indispensables. Les économistes n'aiment pas les compensations. La théorie économique dit qu'il faut éviter les subventions, les compensations de tout genre, mais dans des périodes de transition, même les économistes traditionnels acceptent l'idée qu'il y ait des mesures de compensation pour des périodes transitoires. Il faut donner une limite, il faut éviter que les choses transitoires deviennent permanentes, mais c'est faisable et c'est justifié même dans la théorie économique. Pendant ces mois, pendant ces 3 dernières années, nous savons qu'il y a beaucoup de travail en préparation. Normalement, c'est les pays du Nord et l'Allemagne qui nous montrent le chemin sur les travaux de réforme fiscale, écologique, environnementale. Les Pays-Bas aussi, mais l'Irlande travaille intensément en cette période. La Grande-Bretagne a eu une Green Fiscal Commission. La France a eu son comité français de la fiscalité écologique qui, je crois comprendre, ces 2 derniers mois avec le nouveau ministre, est entré en sommeil pour le moment. Le Portugal est au travail très intensément avec une Green Tax Commission qui présente à la fin du mois les résultats de ses travaux. La Norvège part pour un 3e tour de réforme fiscale environnementale après avoir montré le chemin au début des années 90 et des années 2000. Et même l'Italie, nous avons une tentative avec un procès de délégation fiscale. Le Parlement a donné les pouvoirs au gouvernement de faire une réforme fiscale générale, où nous avons pour la première fois introduit de façon explicite un élément de fiscalité environnementale. Nous avons 12 mois de temps. Avant le mois de février, nous espérons produire des résultats. Je suis avec l'optimisme de la raison et le pessimisme de la rationalité. Ce n'est pas facile. Quelle est l'idée, quelles sont les options de policy, de politique au sens noble du mot, pour soutenir la transition énergétique? Nous pouvons introduire de nouvelles taxes, c'est jamais très sympathique, nous le savons. Nous pouvons introduire de nouveaux tarifs, de nouveaux mécanismes, mais nous pouvons aussi modifier en sens écologique pour une transition énergétique ce qui existe déjà. Nous pouvons établir de nouveaux marchés là où il le faudrait et là où nous sommes capables. Nous avons les capacités de gouvernance. Il faut absolument travailler à éliminer les subventions qui sont dommageables à l'environnement. C'est éthiquement et politiquement un argument fort. Et nous pouvons introduire, quand c'est nécessaire et quand c'est utile pour une période de transition, des subventions favorables à l'environnement. Une référence entre beaucoup des travaux qui ont été produits récemment. N'oublions pas que les subventions au niveau global mondial aux sources fossiles, essence, pétrole, gaz, méthane dans les différentes formes, sont estimées à 450 milliards de dollars par an. C'est les données travaillées par l'OCDE, l'Agence internationale de l'énergie, la World Bank, la Banque mondiale. Et que, par exemple, les subventions pour les énergies renouvelables sont estimées de 60 à 90 milliards, donc à peu près un 6e. Un grand écart qui nous donne une indication de la direction où nous pouvons travailler. Et naturellement, nous avons toutes les mesures sur l'efficience d'énergie que nous pouvons prendre dans le mainstream de la resource efficiency au niveau européen. Pensez à facteur 4 ou facteur 4 de innovation technologique proposé par von Weizsäcker. Un schéma sympathique, nous n'avons pas le temps d'aller dans le détail, il faut penser en termes d'efficience des ressources, en termes d'économie circulaire, comme même l'appelaient les Chinois, et avec les instruments fiscaux, nous pouvons intervenir à corriger le marché. Parce que la plupart du temps, la fiscalité environnementale, la fiscalité écologique élimine des distorsions sur le marché, améliore les conditions de compétitivité, elle introduit une compétition équitable, elle élimine les privilèges, et donc elle a un rôle d'amélioration pour faire marcher le marché. Et je m'arrêterai là, nous aurons l'occasion de revenir. Merci.